heureusement, ça a été résolu. Et bienvenue donc, au dernier webinaire 2020 du Midi Export. Et aujourd'hui, donc, on part au Mexique. Alors, comme d'habitude, le webinaire vous est proposé par Développement économique Saint-Laurent, qui est un organisme de soutien aux entreprises à travers différents volets, donc notamment l'innovation et l'exportation. Et c'est la sous-division d'Export Montréal-Ouest qui est à l'initiative de ce projet. Donc, dans notre équipe, nous avons Charles Gauthier, commissaire au développement économique, Lydia Capelli, commissaire au développement économique, et moi-même, Floriane Mache, chargée de projet à l'exportation. Donc, le webinaire va se dérouler de la sorte. Nous allons avoir tout d'abord 20 minutes de présentation par nos conférenciers de marque, suivi d'une période de questions-réponses de 15 minutes à la fin de la présentation. Pour la période de questions-réponses, je vais vous demander de les écrire dans l'onglet clavardage qui est à votre disposition à droite de votre écran. Je vais ensuite les lire aux conférenciers en question. Si vous rencontrez des problèmes techniques, je vous invite à écrire à l'utilisateur DESTL dans le clavardage privé pour résoudre le problème. Enfin, sachez que vous allez recevoir dans quelques jours cette présentation sous format PDF ainsi que le lien vers notre chaîne YouTube pour revoir le webinaire. J'ai l'honneur de présenter nos conférenciers. Nous avons tout d'abord Éric Marty, sous-ministre adjoint aux relations bilatérales, Stéphanie Allard-Gomez, déléguée générale, délégation générale du Québec à Mexico. Nous avons aussi Robert de l'entreprise Lovepack qui a réussi à s'implanter au Mexique. Donc, il va nous expliquer sa démarche et quels sont ses petits conseils d'affaires. À la fin du webinaire, nous avons aussi Jean-Michel Lacroix de Desjardins qui va nous donner des petites astuces pour la couverture du risque dans les opérations internationales. Mesdames et messieurs, je vous laisse la parole. Donc, bonjour Madame Masse, Madame la déléguée générale, Monsieur Sipthorpe. Mesdames et messieurs les organisateurs, chers participants, c'est un plaisir de me joindre à vous ce midi pour participer à ce webinaire aux côtés de ma collègue Stéphanie Allard-Gomez, qui est déléguée générale du Québec à Mexico. Et donc, je remercie Développement économique Saint-Laurent pour l'invitation et évidemment les gens d'affaires pour votre présence et votre participation. Donc, comme mentionné en ouverture, mon nom est Éric Marty. Je suis présentement sous-ministre adjoint aux relations bilatérales au ministère des Relations internationales de la francophonie. Donc, je suis responsable de 28 des 33 bureaux du Québec à l'étranger. Je travaille donc au quotidien avec ces représentations-là, dont au premier chef, celle de Mexico. Le ministère des Relations internationales de la francophonie travaille de concert avec le ministère de l'Économie et de l'Innovation et Investissement Québec, avec nos chefs de poste, comme Stéphanie, pour vous accompagner et vous aider dans vos projets d'exportation. On sait bien, le Québec, c'est un petit marché, 8,4 millions d'habitants, mais avec une économie diversifiée et innovante. Et pour que tout ça fonctionne, le commerce extérieur est extrêmement important et il est vital de pouvoir s'intégrer au sein de grands marchés supranationaux via les accords de libre-échange. Et en appui à tout ça, le Québec doit déployer une diplomatie économique et d'influence de tous les instants qui se fait notamment via notre réseau de représentation à l'étranger. La présence sur le terrain est extrêmement importante pour avoir une meilleure lecture possible des marchés, des environnements d'affaires, des opportunités, des risques aussi, et de l'environnement légal et juridique, le climat d'affaires en général. Et on le sait, avec la reprise post-pandémie, ça va être extrêmement compétitif partout, d'où l'importance d'avoir une présence terrain et d'y voir clair. La pandémie, d'ailleurs, a aussi démontré l'importance d'avoir une forte présence sur le terrain et avoir une capacité d'action efficace en période de crise. D'ailleurs, la délégation générale de Mexico a été aux premières loges dans ces dossiers-là et a été d'un secours extrêmement important à plusieurs de nos clientèles. Donc, dans ce contexte-là, nos équipes à l'étranger comme au siège font preuve de beaucoup de créativité pour améliorer et adapter l'offre de services pour appuyer les entreprises dans la relance. Et l'équipe de Mexico n'y fait pas exception. Le Mexique, on le sait, c'est un partenaire stratégique du Québec. C'est notre troisième client à l'international et c'est notre troisième partenaire commercial. C'est vraiment devenu au fil des ans, via l'accord de l'ALENA et maintenant la CAUM, une extension naturelle du marché québécois. C'est aussi un important bassin de main-d'œuvre pour plusieurs de nos entreprises québécoises et certains secteurs névralgiques, notamment l'agroalimentaire. Nous aurons la chance d'entendre notre délégué général du Québec à Mexico qui va vous présenter l'offre de service de sa délégation.
Elle pourra aussi nous éclairer de façon juste sur la situation au Mexique, que ce soit sur l'environnement d'affaires et ses opportunités ou encore sur l'impact de la pandémie sur l'économie mexicaine. La délégation générale du Québec à Mexico, qui fête ses 40 ans cette année, est une équipe très dynamique et Mme Oller-Gomez dirige cette délégation-là depuis septembre 2017. Mme Oller-Gomez est une diplomate de carrière qui cumule près de 25 ans d'expérience. Elle a clairement commencé très jeune en développement international des affaires, dont 12 ans en Europe et en Amérique latine. Stéphanie est économiste de formation. Elle a notamment occupé les postes d'ambassadrice du Canada au Salvador, de conseillère politique et de coordonnatrice de la participation du Canada au sommet du G8 de 2006 en Russie, de consul et délégué commercial principal à Milan et de conseillère commerciale et chargée d'affaires en Colombie. Donc, une richesse d'expérience terrain, très grande polyvalence, grande capacité opérationnelle. Elle a également été, de 2008 à 2009, directrice relations commerciales avec l'Amérique latine et les Antilles au ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement international du Canada. En 2009, elle a été nommée vice-présidente Organisation internationale à Montréal International pour ensuite se joindre en février 2017 à l'équipe de Tourisme Montréal à titre de vice-présidence associée, vente et services au Congrès, et ça jusqu'à sa nomination. Au-delà du curriculum vitae, je puis témoigner que Mme Oller-Gomez, Stéphanie, est une déléguée générale remarquable dans la qualité du travail qu'elle fait et de la pertinence de ses interventions auprès des différentes clientèles, notamment les entreprises. Donc, c'est avec grand plaisir que je cède la parole à ma collègue Stéphanie Oller-Gomez, déléguée générale du Québec à Mexico. Bonne journée à tous. Merci. Mais merci beaucoup, Monsieur le sous-ministre adjoint. Merci beaucoup, Éric, pour cette introduction. Écoutez, je voudrais saluer toutes les entreprises, les représentantes d'entreprises qui participent à ce webinaire. Je vois qu'on a un peu plus d'une trentaine de personnes en ligne en ce moment. J'aimerais aussi remercier toute l'équipe de développement économique Saint-Laurent et aussi l'équipe du service économique de la Délégation générale du Québec à Mexico pour l'organisation de ce webinaire. Puis écoutez, je suis vraiment heureuse de pouvoir échanger, d'avoir le temps d'échanger avec vous aujourd'hui sur la situation économique chez l'un de nos partenaires internationaux, commerciaux et autres, d'envergure pour le Québec, donc le Mexique. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais juste vous dire quelques mots sur la Délégation générale du Québec à Mexico. Moi, j'ai le grand privilège et le grand bonheur de diriger une équipe d'une vingtaine de collaborateurs. Et ce qui fait de notre délégation générale ici la troisième en importance dans le monde, après nos délégations générales à Paris et à New York. Et comme l'a dit Éric, on fête nos 40 ans cette année, pas moi, la délégation générale. Donc, elle a été établie en 1980. Donc, c'est aussi l'une de nos plus anciennes représentations du Québec dans le monde. Alors, notre équipe travaille ici activement à développer nos relations avec le Mexique, qui est un partenaire prioritaire dans plusieurs domaines, notamment la culture et l'éducation. On a également un service d'immigration ici à la délégation qui a pour mandat d'aider les entreprises du Québec à identifier des travailleurs qualifiés qui correspondent à leurs besoins. Et qui organise donc des missions de recrutement en Amérique latine, présentement au Mexique, en Colombie, au Brésil, et éventuellement, on pense élargir ça. Donc, ici, l'équipe du service d'immigration collabore avec le Service national de l'emploi, le SNE, sur un réseau d'à peu près 200 partenaires à travers le pays pour vous appuyer dans vos démarches au niveau de l'attraction de talents, donc l'obtention de travailleurs qualifiés au Québec. Et juste une petite annonce très rapide, au printemps 2021, on organisera les Journées Québec-Mexique, donc qui est une mission de recrutement de talents de grande envergure qui va être en mode virtuel ou hybride en fonction de la situation par rapport à la pandémie à ce moment-là. Alors, n'hésitez pas à communiquer avec notre équipe ici, et notamment avec l'équipe de la direction du service de l'immigration pour vos besoins en main-d'œuvre qualifiée. Mais ici, aujourd'hui, je voudrais aussi vous parler, je pense que c'est très important, un petit peu de notre équipe chevronnée de 5 personnes qui sont entièrement dédiées à l'accompagnement d'entreprises du Québec dans leurs projets d'exportation ou d'expansion de marché ici au Mexique. Notre service économique, qui est dirigé par mon collègue Dominique Détu, appuie donc nos entreprises dans une très grande variété de secteurs,
notamment le transport terrestre, l'aérospatial, l'aéronautique, les technologies de l'information et les différentes déclinaisons des technologies de l'information, notamment les fintech, par exemple, les sciences de la vie et, comme l'a mentionné Éric, l'agroalimentaire. Je vous invite également ici à nous contacter pour qu'on puisse pouvoir vous guider dans vos efforts sur le marché mexicain, évidemment à travailler de concert avec nos collègues chez Investissement Québec International. Donc ici, le Mexique, c'est un marché à très fort potentiel, mais qui comporte un certain nombre de particularités, comme tous les marchés étrangers, et je vais vous en parler un petit peu. Alors, si on peut passer à la diapo numéro 4. Quelques chiffres donc, sur le Mexique pour vous mettre un peu dans la situation. Le Mexique, c'est la deuxième économie d'Amérique latine après le Brésil et c'est la 15e économie mondiale avec un PIB d'à peu près 1,3 trillion de dollars US en 2019. Le Mexique a connu une assez grande stabilité macroéconomique depuis la fin des années 90 avec un taux de croissance annuel du PIB qui s'est maintenu autour de 2,1 % au cours des 10 dernières années, qui ont une assez grande stabilité. Le Mexique se distingue aussi par la taille et la force de son marché intérieur. Là, ici, on parle d'un marché de 128 millions de personnes, donc c'est quand même assez conséquent. Et c'est aussi un pays où l'âge médian est de 27 ans, donc c'est un marché très jeune également. Alors, ça a aussi d'autres particularités. Diapo 5. Merci. Je vous ai quelques mots un peu sur l'importance du libre-échange au Mexique et pour nos relations avec le Mexique. Donc, le Mexique, c'est une économie qui est moderne, qui est diversifiée, qui se caractérise par une grande ouverture au commerce international. Le Mexique dispose d'un réseau de 11 accords de libre-échange qui le lie à 46 pays. Donc, et c'est un des rares pays avec le Canada qui dispose d'accords de libre-échange avec tous les pays du G7, notamment grâce à son accord qui a été récemment renouvelé avec l'Union européenne, et le TPTPP et aussi l'ACEUN, donc le nouvel accord de libre-échange nord-américain dont on va parler un petit peu plus tard. Donc, le libre-échange, c'est un facteur clé de la croissance des échanges commerciaux entre le Québec et le Mexique là, au cours des 25 dernières années. Si on peut aller à la diapo 6. Donc, si on regarde un peu les échanges Québec-Mexique depuis le premier ALENA, on regarde ça puis on voit que l'entrée en vigueur donc, de ce premier accord de libre-échange-là a fait en sorte que nos échanges commerciaux avec le Mexique se sont multipliés en fait par 7 et les exportations du Québec vers le Mexique pendant ce temps-là se sont multipliées par 10. Donc, c'est vraiment sur une génération, ça a été très, très, très important finalement, la mise en œuvre de cet accord de libre-échange-là pour pouvoir faire rayonner, grandir, consolider aussi nos relations commerciales avec ce partenaire-là en Amérique du Nord. Dans ce volume d'échanges-là, qui est très important, aujourd'hui, on parle de à peu près presque 7 milliards de dollars d'échanges commerciaux, dont un peu moins de 2 milliards d'exportations du Québec vers le Mexique. Donc, les produits, on regarde tout ce qui est associé au secteur du transport terrestre et aérospatial, incluant les métaux et les alliages, ça continue à représenter à peu près la moitié de nos échanges totaux avec le Mexique. Il y a plusieurs grands fleurons québécois qui sont présents au Mexique, Bombardier Transport et Aérospatial, BRP, mais aussi beaucoup de fournisseurs québécois de ces importants donneurs d'ordre-là ici qui sont présents, installés au Mexique depuis quelques décennies maintenant. Vous pouvez voir là sur ce graphique-là en termes de date que l'ouverture de l'usine de Bombardier Aéronautique en 2006, puis après ça, l'arrivée de BRP au Mexique en 2011, ces deux moments-là coïncident avec un essor très important des exportations québécoises vers ce marché-là. Alors, si on va vers la diapo 7 maintenant, si on regarde un petit peu le portrait là, des relations commerciales Québec-Mexique aujourd'hui, comme j'ai dit un peu plus tôt, on est presque à 7 milliards, on est 6,7 milliards d'échanges l'année dernière entre le Québec et le Mexique. Et le Mexique se classait donc au premier rang de nos partenaires commerciaux
parmi tous les pays d'Amérique latine l'année dernière et aussi au 4e rang de nos partenaires commerciaux à l'échelle mondiale, donc juste derrière États-Unis, Chine et l'Allemagne. Puis avec l'Allemagne, là, des fois on est le 3e, des fois on est le 4e, on est vraiment très, très proche avec l'Allemagne. Toujours en 2019, la valeur donc, de nos exportations du Québec vers le Mexique était à peu près 3 fois plus importante qu'il y a 10 ans. Et c'était donc, comme je disais, à peu près 1,8 milliard de dollars. Et au cours des 5 dernières années, la valeur des exportations québécoises de marchandises vers le Mexique a enregistré une croissance annuelle moyenne de 7,6 %. Donc, c'est très important comme taux de croissance. Si on va à la diapositive 8, on va dire quelques mots sur la CEM. Je pense que c'est au cœur de nos relations commerciales en Amérique du Nord et avec le Mexique. C'est un élément très important dans cette équation. Dans ce contexte-là, je pense qu'on peut se réjouir là, de l'entrée en vigueur de ce nouvel accord de libre-échange Amérique du Nord le 1er juillet dernier. Puis en fait, ce qui est très important, le point le plus important de la signature de cet accord-là, de sa mise en œuvre, c'est vraiment de nous permettre, nous, le Québec, de continuer à avoir un accès privilégié au marché nord-américain pour l'avenir prévisible et aussi donner de la prévisibilité à cet avenir-là. Et c'est un accord de nouvelle génération, donc qui est plus moderne, qui intègre des éléments qui font partie du monde des affaires actuelles, qui font partie des relations commerciales aujourd'hui, qui ne faisaient peut-être pas partie de l'équation il y a une trentaine d'années. Alors ça, c'est très important aussi. Et le Mexique et le Canada ont un point en commun, c'est que ils ont tous les deux une grande dépendance au marché américain et donc ça place tant le Mexique que le Canada dans une situation de vulnérabilité potentielle, d'où l'importance de la diversification des marchés, tant pour le Mexique que pour le Canada et a fortiori pour le Québec. Et le Mexique, donc, ça fait partie de la solution lorsqu'on pense à diversifier, nos partenaires commerciaux, que ce soit en Amérique du Nord ou dans le monde. Si on regarde la diapo 9, comme l'a mentionné Éric, en fait, le Mexique, c'est une prolongation et l'Amérique du Nord, en fait, c'est une prolongation naturelle de notre marché domestique qui est quand même assez petit, mais nous avons une capacité qui va bien au-delà de notre marché domestique. Donc, le Mexique, ça s'inscrit dans cette prolongation-là et par conséquent, c'est un marché de diversification qui est, selon moi, qui est incontournable pour les entreprises du Québec. Puis ça peut sembler contre-intuitif, mais il y a moins de distance entre les villes de Montréal et de Monterrey, au Mexique, qu'entre Montréal et Vancouver. Donc, le Mexique, c'est plus proche qu'on pense, finalement. Et en plus, c'est sûr que le corridor logistique nord-américain facilite les échanges nord-sud, où on partage en fait un ensemble de normes communes qui ont été confirmées justement par la signature de ce nouvel accord de libre-échange. Donc, le Mexique, c'est un pays qui nous offre une plateforme de production idéale et complémentaire pour les entreprises québécoises qui souhaitent développer le sud et l'ouest du marché américain également. Donc, il y a des belles opportunités à développer également ici là, sur le terrain. Si on regarde à la diapo 10 maintenant, merci. Alors, et je veux juste peut-être mettre en évidence là, cet aspect stratégique-là du Mexique là, pour pouvoir rayonner dans le marché nord-américain dans son ensemble. Je veux mentionner l'exemple de BRP, Bombardier Recreational Products, donc BRP, qui a installé 3 usines à Ciudad Juárez, donc, et qui se situe vraiment c'est juste à côté d'El Paso, au Texas, donc juste de l'autre côté de la frontière. Et donc, ça fait plusieurs années que BRP a installé ses usines à Ciudad Juárez et plus récemment, BRP a été la première multinationale de tout pays confondu à procéder à un investissement majeur dès la signature là, de l'accord de libre-échange, du nouvel accord de la CEM le 1er juillet dernier. BRP a annoncé un investissement conséquent juste après. Je pense que c'était même le lendemain. Et ils vont investir donc 185 millions de dollars pour ouvrir une nouvelle usine encore à Ciudad Juárez, donc c'est dans l'État de Chihuahua, là, à côté du Texas, qui va créer à peu près 1000 emplois et qui vont s'ajouter à peu près aux 8000 emplois qu'ils ont déjà dans
dans leurs usines existantes au Mexique. Donc, c'est un exemple qui est assez, je pense, éloquent d'un potentiel qui demeure à exploiter avec le Mexique pour nos entreprises, pendant que la CEM vraiment nous apporte, je dirais, un vent nouveau là, et de nouvelles opportunités sur notre relation commerciale avec ce pays-là. Par contre, c'est sûr que la mise en œuvre de cet accord-là va se faire progressivement sur un certain nombre d'années. Je pense que c'est trop tôt pour qu'on puisse dresser un bilan clair ou précis de l'entrée en vigueur ou de l'effet d'entrée en vigueur de l'ACEM sur les différents aspects de notre relation commerciale, parce que c'est vraiment, on est encore vraiment à la phase d'implantation, mais et je pense qu'il faut qu'on garde aussi en tête que les effets de la pandémie vont probablement entraîner ou continuer à entraîner une baisse temporaire, momentanée des échanges commerciaux. Mais je pense que les indicateurs qu'on a à date nous permettent d'être positifs et d'être optimistes par rapport à ça. Et puis, je pense que, bien évidemment, il faudrait qu'on attende probablement vers la fin de 2021 pour pouvoir commencer à mesurer de façon plus précise l'ampleur des retombées que va générer donc ce nouvel accord de libre-échange en Amérique du Nord. Si on va à la diapo 11, alors, il y a un élément associé au contexte actuel, je pense, qui est important de souligner, c'est ce qu'on appelle le reshoring en anglais. Je pense qu'on peut dire avec une certaine certitude, là, d'ores et déjà, que la consolidation de notre partenariat en Amérique du Nord grâce à la CEM va favoriser le développement de nos relations commerciales avec le Mexique. Je pense que c'est quelque chose qui est quand même assez clair. Et je pense que ça va être particulièrement vrai dans le contexte où il y a plusieurs entreprises, là, des multinationales, qui envisagent de rapatrier leur production de l'Asie vers l'Amérique du Nord. Puis ce phénomène-là, ça va très certainement provoquer une reconfiguration, en fait, des chaînes d'approvisionnement continentales, donc en Amérique du Nord, qui pourront certainement bénéficier aux entreprises, les entreprises du Québec. Donc, dans le contexte actuel, je pense que le fait de mettre de l'avant le contenu nord-américain d'un produit va favoriser le positionnement stratégique des entreprises et donc, le fait d'établir un cadre juridique qui est clair, qui est prévisible pour établir les règles du jeu à travers l'accord de l'ACEM, ça constitue un élément fondamental, je pense, du succès de nos entreprises dans le contexte nord-américain. Si on peut regarder maintenant la diapo 12, je pense qu'on doit parler un petit peu de la pandémie et de l'effet de la pandémie sur l'économie du Mexique et nos relations commerciales avec le Mexique. Évidemment, le Mexique n'échappe pas aux effets de la pandémie. On peut même dire que le Mexique a été frappé vraiment de plein fouet par cette crise-là. Et en date de cette semaine, le Mexique occupe le 10e rang mondial en termes de cas confirmés, avec un peu plus de 1 million de cas, et le 4e rang mondial en termes de décès, avec un petit peu plus de 100 000 décès. C'est une crise qui a provoqué un ralentissement assez important dans la plupart des secteurs d'activité économique au Mexique, mais qui ont, depuis le mois de mai jusqu'à maintenant, qui ont repris à des rythmes assez variables. Ça dépend des secteurs. Puis, on note aussi en ce moment un resserrement des mesures sanitaires parce qu'on est en train de vivre ici aussi au Mexique une deuxième vague. Alors, la courbe n'a pas été aussi prononcée entre la première et la deuxième vague au Mexique qu'elle a été au Québec. Mais on voit là, clairement qu'il y a une recrudescence des cas en ce moment, donc il y a des mesures sanitaires assez rigoureuses là, qui ont été mises en place. Donc, c'est un petit peu difficile en ce moment de donner les effets à long terme là, sur de la pandémie, mais on voit que ça va continuer dans la plupart des secteurs, vont continuer à reprendre là, de façon progressive, mais ça va prendre un petit bout de temps. Si on va à la diapositive 13, selon les prévisions des experts, le PIB au Mexique devrait se contracter d'à peu près 9 % cette année, donc c'est quand même assez conséquent. Et le rebond, la reprise devrait se situer entre 3 et 4 % en 2021. Et puis, la plupart des experts s'entendent aussi pour dire que le pays ici devrait mettre 2
voire 3 ans là, avant de retrouver le même niveau d'activité économique qu'il y avait avant la crise. C'est important de noter aussi qu'il y a des secteurs qui vont être affectés de façon plus, je ne veux pas dire permanente, mais plus durable, ou enfin plus long terme certainement que d'autres. Si on regarde le tourisme et l'hôtellerie, je pense que c'est assez clair que c'est un enjeu majeur, évidemment, la pandémie pour eux. Puis le Mexique, là, il ne faut pas oublier, c'est 9% du PIB du Mexique qui dépend de l'industrie du tourisme et de l'hôtellerie. Donc ça va être un impact assez conséquent là, sur l'économie, sur plusieurs personnes ici au Mexique. Et ce secteur-là n'est pas prêt de reprendre là, au même rythme qu'il avait là, avant, jusqu'en 2019. C'est la même chose pour le secteur des aéronautique, aérospatiale, qui devrait normalement là, connaître une période assez difficile avec une décroissance qu'on estime entre 25 et 30% pour cette année. Donc, ça va reprendre plus lentement également. Ceci dit, il y a des secteurs, des domaines où on voit un potentiel intéressant à court, moyen terme pour nos entreprises. Par exemple, l'industrie manufacturière qui a déjà retrouvé un certain niveau d'activité qui se rapproche beaucoup à celui qu'il y avait avant la crise. Le secteur automobile a connu un mois de septembre qui était supérieur cette année à ce qu'il avait connu en septembre 2019. Et le secteur de la santé aussi. Alors, le secteur de la santé fait face à des défis immenses ici en raison de la pandémie et va devoir investir significativement pour adapter son mode de prestation de soins. Donc, là aussi, ça peut représenter des opportunités dans ce domaine-là. Pour les entreprises du Québec. Les technologies financières, ce qu'on appelle les FinTech, ça aussi, ça devrait connaître un essor assez important au cours des prochaines années au Mexique parce que, en fait, la crise actuelle a juste mis en évidence un besoin qui était déjà là pour les entreprises financières là, de moderniser, d'automatiser leur processus transactionnel. Alors ça, il y a des opportunités de ce côté-là. Même chose pour le secteur manufacturier là, dans son ensemble, d'introduire des nouvelles technologies pour automatiser les procédés industriels et pour faciliter la supervision de la production à distance avec la distanciation qui va normalement rester quand même un certain temps en vigueur. Donc, ça devrait, de façon générale, stimuler l'implantation de ce qu'on appelle l'industrie 4.0 dans le secteur manufacturier ici au Mexique. Et la CEM, donc, va contribuer positivement, on pense, justement, en offrant de nouvelles opportunités à nos entreprises dans ces domaines-là. Puis là, il y a un élément, je pense, qui est important de mentionner ici, les changements dans les règles d'origine dans le secteur automobile. Ça va favoriser certainement l'intégration de nouveaux fournisseurs québécois dans les chaînes d'approvisionnement nord-américaines. Puis ces nouvelles règles-là pourraient aussi favoriser les produits d'aluminium québécois. Donc, il y a des occasions d'affaires à saisir. Ça ne sera pas toujours nécessairement dans les domaines traditionnels d'activité, là où le Québec est présent au Mexique. Et, écoutez, ça fait partie de notre travail à la délégation générale ici au Mexique et évidemment à nos partenaires d'Investissement Québec International, d'aider, de guider, d'accompagner nos entreprises dans cette nouvelle réalité-là et de mettre en évidence des opportunités et de créer, des liens pour favoriser votre réussite ici dans ce territoire. Bref, c'est une crise qui nous oblige tous et toutes à nous réinventer, mais je crois qu'au final, il y a de très belles opportunités à saisir. Et c'est pour ça qu'on essaie de développer des initiatives innovantes qui vont permettre de mettre en valeur le savoir-faire québécois auprès des grands donneurs d'ordre présents au Mexique. Alors, on se réinvente, évidemment, en termes de notre façon d'appuyer les entreprises en temps de pandémie. Et notamment à travers des webinaires, à travers des rencontres virtuelles et d'autres types d'activités. Pour faire des affaires sur le marché mexicain, il y a un certain nombre d'éléments, je pense, qui sont importants à garder en tête. Il faut une présence continue. Il faut être présent assez souvent ou de façon, il faut être engagé de façon permanente. Et il faut développer donc les relations personnelles avec nos contacts, avec nos interlocuteurs ici.
Il y a différentes stratégies de commercialisation qui peuvent être envisagées ici en fonction des caractéristiques du produit ou des services offerts par une entreprise. Il peut y avoir la mise en place d'un espace d'entreposage ou d'une unité de production si la taille du marché pour cette entreprise-là le justifie. On peut également penser à établir un bureau de représentation commerciale direct. On peut aussi avoir recours à un intermédiaire local qui serait responsable d'effectuer de la prospection, de donner des suivis et que ce soit au niveau commercial ou technique là, aux clients. Et même si vous décidez de faire appel à un distributeur externe, je pense que c'est important aussi de garder en tête qu'il faut toujours continuer à lui apporter un soutien technique assez approfondi pour qu'il puisse résoudre la plupart des questions techniques non plus. Donc ça, c'est important d'avoir un accompagnement. Et très important de visiter les clients potentiels avec votre distributeur. Ça va vous permettre de pouvoir promouvoir votre produit de manière ou votre service de façon beaucoup plus efficace. Donc, pour développer, pour réussir là, dans le développement du marché mexicain, je pense que c'est très important d'investir les ressources nécessaires et de vous appuyer sur un plan d'affaires qui est solide et qui est basé sur le long terme. Et puis, écoutez, c'est pareil, Mexique, partout en Amérique latine, les relations personnelles sont très importantes. Donc, il faut que vous appreniez à connaître vos interlocuteurs et ça va mener à des relations commerciales, des relations d'affaires qui sont beaucoup plus durables. Pour conclure, écoutez, je vous dirais que même si le Mexique est confronté à des défis, je dirais, exceptionnels en ce moment, l'équipe commerciale ici et moi, on croit qu'il continue à avoir de très belles occasions d'affaires à saisir pour les entreprises québécoises. Et écoutez, on est là pour vous appuyer. Nos collègues chez Investissement Québec International sont là pour vous appuyer. Nous travaillons en tandem et on espère que vous ferez appel à nos services. Et on vous souhaite énormément de succès, évidemment, dans vos affaires. Et on espère vous voir très bientôt, en vrai, au Mexique et de pouvoir travailler en collaboration avec vous pour vous aider à réussir. Alors, je vous remercie de votre attention et je demeure disponible pour des questions s'il y en a. Merci. Bonjour, est-ce que c'est moi qui commence maintenant? J'imagine oui. Oui. Je m'appelle Robert Sipthorpe. Je suis le propriétaire de Lovepak. Premièrement, je veux faire merci à Expo Montréal Ouest, Desjardins, tous les partenaires qui sont responsables pour cet événement et tous les gens qui sont responsables aussi. Merci beaucoup. Je pense que c'est une bonne chose pour tout le monde. Je suis ici juste pour donner mon expérience, mon advice, c'est tout. Avant d'aller à Mexique, juste pour être sûr que tout est clair. Puis aussi, mon expérience personnelle. Je pense que mes défauts puis mon succès, juste pour vous expliquer et donnez-vous une idée de c'est quoi aller à Mexique. So juste si tu peux avancer la première slide, ça va juste vous donner une idée. Premièrement, c'est qui Lovepak? Lovepak, on est une compagnie d'emballage protecteur. On est à 100% une compagnie d'emballage custom, puis on est 100% repeat business. So, on ne fait pas des boîtes ou des emballages pour juste une fois. C'est vraiment, on répète le business quand mon client vend son widget, on vend une boîte. On est la seule compagnie en Québec qui manufacture les 3 produits principaux. Ça, c'est le carton ondulé, le foam, cushioning et les crates en bois. On est unique dans ça. Il y a plusieurs qui font 1 ou 2 des autres choses, mais nous, les seuls qui fabriquent les 3 choses. Puis, on a implémenté, c'est pourquoi je suis ici, on a implémenté une plante à Mexique. Puis c'est ça. Si tu peux juste avancer le slide pour juste montrer les produits qu'on fait. Ça juste donne une visuelle, ça aide vous quand j'explique des choses. C'est les boîtes, les crates, le foam et tout. Pourquoi le Mexique? Si tu peux juste avancer, c'est pourquoi le Mexique? Pourquoi aller à Mexique?
il y a beaucoup de raisons d'aller là. Puis avant que tu vas là, il faut juste vraiment demander pourquoi. Peut-être vous avez un produit technologique, puis tu me fais l'export directement de Canada à Mexique parce que vous avez une machine qui est plus vite ou plus technologie, c'est sûr. Il y a des autres raisons, c'est capacité. Vous avez un client qui veut que vous êtes là ou que tu veux exporter là-bas. En mon cas, j'ai des clients globaux, puis on a les produits qu'on avait développés pour nos clients, puis ils veulent qu'on fabrique dans les autres pays qui sont. Il a demandé, nous, en 2008, de servir ces sous-contracteurs en Mexique. Puis c'est ça que j'ai fait. Ça, c'est mon raison. Puis moi, je ship beaucoup comme air, c'est des boîtes et les formes et tout. C'est très dispendieux de shipper très loin. On doit être en 300 km de nos clients. Puis en ce cas-là, notre client est à Guadalajara. Si tu veux juste avancer la première, ça, c'est juste une idée de notre usine finie, complète. Puis je vais juste avancer les slides assez vite. C'est sur la droite, vous voyez en process, en process de construction. Puis à la gauche, vous avez notre équipe qui est là. Puis à la droite, ça c'est la vision complète. Tu vois qu'il est en train d'être prêt pour Noël avec les choses en haut. Ça, c'est juste pour donner vous un visuel de tout ce qui est là. Je pense, juste pour commencer, c'est exactement, tu vois ça, mais je vais expliquer plus de détails. Pourquoi mon histoire en Mexique. Oui, en 2008, j'avais développé un produit spécifique pour un client, puis il veut que je servis à Mexique. Au début, j'ai trouvé un partenaire, un sous-contracteur qui était à Monterrey. Puis j'ai travaillé avec eux pour me servir mes clients. C'était un bon commencement, puis j'ai été là, comme je vais répéter ça beaucoup. Mon premier contact, c'était par referral. Il faut avoir des referrals tout le temps. Puis mon premier sous-contracteur, c'était par referral. Puis l'expérience, puis la relation était vraiment super. J'ai fait mon due diligence. J'ai testé ce sous-contracteur pour plus qu'une année avant qu'on commence. Mais c'était vraiment une bonne expérience. Puis j'ai travaillé avec lui pour, je pense, c'était 8 ans. Finalement, parce que mes clients étaient à Guadalajara, c'est 9 heures de voyage. Finalement, mes clients, j'ai 5 clients à Guadalajara, principal. Ils voulaient que je sois vraiment à côté parce que le transport était trop dispendieux parce que j'ai agrandi assez large avec eux. Il a me demandé d'être là. J'ai pris la question, est-ce que je continue avec mon sous-contracteur? Est-ce que je fais avec un partenaire, une acquisition, un distributeur? Finalement, j'ai essayé avec mon sous-contracteur, mais le feeling n'était pas là. J'ai décidé d'aller là nous-mêmes, tout seul, construire le bâtiment de neuf, puis aller là. Puis c'est ça. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est j'ai commencé à planifier. Deuxième referral qui était très, très, très important pour moi, c'était mon consultant. J'ai commencé toute la planification et toute l'exploration et tout avant, mais finalement, j'ai choisi mon consultant, puis j'ai fait pas mon premier voyage, mais mon premier voyage principal pour commencer mon usine. Puis c'était le 19 septembre 2017. Je ne sais pas si des gens ici se souviennent de cette date-là, mais c'était la date que le tremblement de terre qui est arrivé à 8.1. Moi, j'étais avec mon consultant après 30 minutes de discussion sur le top d'un bâtiment, puis
le bâtiment a presque tombé, puis tout, puis c'était vraiment, je ne dis pas que c'est un bon commencement, mais c'était un commencement mémorable. So, c'est ça. Le meeting a été cancellé. L'aéroport était fermé. J'étais à Mexique pour 2-3 jours. Puis j'ai dit, est-ce que je vais à la maison ou est-ce que je procède plus loin? J'ai décidé de continuer mon voyage à mon prochain meeting. Puis tu vois la date, le 21 septembre, j'ai allé à Guadalajara pour rencontrer mon avocat que j'ai été référé. C'était un avocat local. Puis quand j'ai arrivé à Guadalajara, il y avait un flood. J'ai arrivé à l'avion, puis je vais dans mon taxi à l'avocat dans une flotte, puis ça prenait comme 1h30, mais l'avocat attendait-moi jusqu'à 9h30 le soir pour me rencontrer. So, j'ai poussé fort, mais je pense que les résultats sont venus. Finalement, le 22 décembre, j'ai eu mon entité légale au Mexique parce que j'avais besoin de ça pour signer un bail que j'ai pris en février. Puis cette expérience-là, c'était difficile parce que j'ai commencé avec un courtier, mais j'ai été référé à un autre, j'ai fait une décision avec l'autre. Puis finalement, ça est devenu très complexe parce qu'il y avait un peu de... c'était pas évident comme j'ai pensé. Finalement, j'ai revenu avec mon autre courtier, puis finalement, j'ai trouvé une place qui est vraiment super, qui est très efficace, puis qui fit nos besoins. De septembre jusqu'à février, c'est 6 mois à peu près. Ça a pris moi jusqu'à ce temps-là pour avoir mon bâtiment, puis j'ai engagé mon équipe. Puis moi, j'ai fait une décision, puis tu vas voir plus tard, d'engager tout le monde local au lieu d'avoir utilisé les expats. Puis en ce temps-là, j'ai pris quelques mois pour faire la construction. Tu vois, tu as vu les photos en avant, c'est mettre tous les équipements en place et tout. En avril, finalement, j'ai tout en place, puis j'ai fait un training. Puis en juin 2018, j'étais live. Puis en septembre, actuellement, c'était septembre 2018, tout le transfert de nos sous-contracteurs a été fait. On était live complètement en septembre. Ça a pris 1 an de 100% live et avec toutes nos choses qu'on fabrique à Loveback. Puis depuis ce temps-là, actuellement, c'est incroyable. Mon équipe est tellement bien. On a réussi moins de 1% de problèmes. Puis on est à temps sur nos livraisons à 99,5% depuis le début. C'est vraiment bon. Puis depuis mars, COVID, on n'a pas arrêté de travail. Ils sont très calmes avec ça. C'est sûr que c'est toujours là, mais depuis ce temps-là, c'est vraiment ça marche bien. Et maintenant, on est en 2020 et COVID, je pense qu'on travaille assez bien. Si tu peux juste avancer le slide, s'il vous plaît. Ça, c'est juste beaucoup de mes défis. Mon expérience que, oui, j'ai une usine très successive maintenant, mais pour pousser ça en 2 ans, je pense que il faut juste pousser fort. Il faut mettre en place un syndicat, mettre ça avant qu'il choisisse vous. Parce que sinon, si tu ne choisis pas, tu peux être laissé avec un syndicat tu n'es pas content avec. La location était très difficile, comme j'ai dit. J'avais trouvé une place qui fit bien, qui est en bonne étape. Tu fais ton devoir, puis il faut choisir ton courtier
je ne peux pas dire ça plus fort que ça. Il faut choisir bien. Mon comptabilité, actuellement, mon premier comptable, j'ai engagé, il a fêté notre culture très bien, mais son capacité de faire le travail n'était pas là. Mon deuxième comptabilité, elle était super avec la capacité de faire le job, mais elle ne matchait pas notre culture. Puis finalement, on a tombé sur une personne qui travaille bien avec nous, puis aussi fit notre culture de compagnie. So, c'était notre équipe de gérants. Il y avait au début un peu de changement, mais j'étais vraiment dans ma tête dit que j'ai fait la décision d'engager localement seulement et à la fin, j'ai pensé toujours qu'au long terme, ça va être super parce que je vais être plus stable. Puis je pense que à ce date-là, je suis content avec, même si c'était pas fun à la temps. Juste cash et tout, être prêt à comme le VAT, ça c'est notre comme équivalent à notre GST, PST et tout. Nous, on est qualifié d'avoir toute notre date retournée à nous parce qu'on est exporteur, mais ça a pris 2 ans d'avoir notre argent. So, juste être sûr que vous êtes capable à survivre tout l'outflow de cash qu'il faut. C'est sûr, l'installation de la machine, j'avais acheté un forklift sur Internet qui était une fraude. Il y a des choses comme ça, il faut juste être sûr que tu poignes est prêt à survivre, mais il y a beaucoup de choses comme ça. L'assurance, la sécurité, c'était très difficile à moi. Mais il faut juste, comme j'ai dit, si vous êtes comme dans un tremblement, il faut juste pousser fort, plus fort, puis aller là. Mais c'est ça. So, si tu peux juste avancer le slide, s'il vous plaît. Puis je vais juste renforcer l'importance à planifier avant que tu vas là. So, encore, choisissez un très bon consultant local. Je dis pas, c'est vraiment très important. Choisissez pourquoi vous êtes là, puis et comment vous allez là. C'est important. Pour moi, juste pour vous dire, pour avancer plus vite, je savais que si je mets Lovepak, la compagnie, comme le propriétaire au début, ça va prendre 2-3 ans pour être approuvé. J'ai mis mon nom et le nom de ma femme au début, juste pour aller plus vite. Après, j'ai changé à la compagnie Lovepak. So, il y avait beaucoup de trucs qu'un bon avocat va vous aider. Utilisez tout le support qui est là. Export Québec, Export Canada, Export Montréal-Ouest, Investissement Québec, EDC, sont tous là. Le consultant local, le consultant mexicain. Avant, je ne sais pas si ça existe maintenant, c'était Pro Mexico aussi. Ils sont tous là pour vous aider. Le Trade Mission, il y a plusieurs tout le temps. Allez là juste pour vous implanter puis voir l'expérience d'être là. C'est le plus... ça, c'est le temps qui coûte rien. C'est juste planification, c'est juste le temps. So, planifiez bien. Le plus important, je le pense, c'est les coûts. Il faut que tu saches tous les coûts, la taxe. On change les manières qu'on fait les taxes présentement parce qu'on a plus d'expérience. Mais si vous avez une bonne comptable, puis mon expérience, mon opinion, c'est si vous êtes connecté avec les 4 comme Ernst & Young et tout, mais choisis aussi un comptable local parce qu'il sache comment travailler le système et tout, puis il va vous aider. So, travaillez avec votre comptable local, puis travaillez avec une comptable internationale aussi. Utilise les deux. Puis aussi, ton avocat,
il faut que tu trouves un assez gros, mais un avocat qui est local, qui connaît le système, qui connaît les personnes, qui connaît tout le monde. Des autres choses qu'il faut savoir, juste comme vous dites, si vous faites des profits à Mexique, il faut donner 10% de tes profits à ton employé. So, juste pour être sûr que vous êtes à l'aise avec ça et tout. Puis je répète, cash, il va avoir, il faut aller préparer avec ton argent. Puis je pense que je vais juste finir à la fin avec culture. Nous, ça prenait nous, moi je dis 1 an et demi pour avoir les gens qui travaillent pour nous de ne pas être inquiets quand on arrive à l'usine. On a poussé fort notre culture, puis on a respecté la culture de nos employés, puis c'était toujours le mot trust, puis on a poussé ça fort, puis finalement, qu'on a réussi ça, je pense que tout était vraiment super bien, puis on avait maintenant une équipe qui est stable, qui travaille content, puis et je pense que la moyenne turnover des employés là-bas, c'est 12%. Nous, je pense qu'on est à peu près 5% de turnover sur nos employés maintenant. La première année, c'était rock and roll, mais maintenant, on a une équipe qui est très stable, très forte, puis une équipe que je suis fier avec, puis qui va bien. Puis mon vision dans le futur, c'est d'utiliser mes clients que j'ai maintenant comme une base, puis continuer à grandir avec les clients là-bas local, puis travailler sur le inbound marketing pour attracter les autres compagnies qui veulent être là-bas, puis mon emballage va servir les compagnies. So, c'est tout. Et merci. J'espère que ça aide vous un petit peu. Puis merci à tout le monde encore. Puis je laisse à contrôle à vous autres. Merci. Merci Robert. Bonjour, je suis Jean-Michel Lacroix, directeur de développement de services internationaux chez Desjardins ici à Montréal. Je voulais remercier Rob pour son témoignage, un témoignage que moi j'ai trouvé inspirant et qui démontre le côté humain de Lovepak. J'aimerais ça aussi remercier M. Marquis et Mme Allard-Gomez pour la présentation de toutes les informations sur lesquelles on a eu pour le Mexique. Puis de mon côté, avant de repasser la parole aux gens d'Export Montréal-Ouest pour le mot final, j'aimerais ça faire un petit résumé de ce qu'on a eu aujourd'hui comme information donc sur le développement du marché mexicain. On peut aller à la prochaine planche. Il y a 3 grands points, je pense, qu'il faut retenir du marché du Mexique. C'est un très grand marché et comme Mme Allard-Gomez a dit, c'est un marché qui est proche du Québec, qui est souvent plus proche que d'autres parties du Canada. C'est un marché aussi où le pouvoir d'achat est quand même assez élevé, qui est équivalent, comme dans mon tableau ici, au pouvoir d'achat de la Russie, avec beaucoup d'habitants. Un autre point que je trouve très important est que 24% de la population est dans la classe moyenne supérieure et dans la classe haute. Donc, c'est des opportunités pour les entrepreneurs québécois. Évidemment, comme c'est le 4e partenaire commercial du Québec, on a intérêt à s'y intéresser un peu comme Rob a fait en 2008. Donc, on pourrait passer à la prochaine plage. Donc, comment avoir du succès au Mexique? Encore 3 points que j'aimerais qu'on retienne. C'est un marché qui est quand même de plusieurs tailles. Donc, il y a des grands groupes qui sont là au Mexique, mais il y a aussi beaucoup de PME qui font affaire avec les grands groupes. Donc, il faut quand même rester prudent quand on va faire des partenariats là-bas, de par les PME de ce côté-là. Il faut vraiment être prêt à bien négocier. Les Mexicains, je pense qu'ils sont là pour négocier. Ils veulent avoir un bon prix, ils veulent avoir un bon service. Et comme Mme Allard-Gomez a dit, il faut prendre le temps de rencontrer ces gens-là, de bien communiquer avec eux, de prendre le temps nécessaire de bien les connaître pour établir des bons partenariats. À la prochaine planche. Donc, non seulement pour faire affaire au Mexique, il faut profiter de l'expertise, comme Rob a dit, de tous les intervenants qui sont ici, que ce soit votre institution financière, que ce soit les gens de la délégation là-bas au Mexique, les gens de IQ ici à Montréal, les gens d'Exportation et Développement Canada. Vous avez tout plein de partenaires à qui vous référez. Puis je vous invite vraiment à vous y référer.
Puis il faut en dernier lieu, je pense, il faut apprendre à connaître les différences qu'on a avec les gens du Mexique. Puis il faut faire un peu comme Rob a fait, il faut s'en inspirer, il faut les apprivoiser, puis il faut les embrasser pour pouvoir faire le saut. Donc, je vous remercie à tous d'avoir été là aujourd'hui. Je repasse la parole à mes gens de Export Montréal-Ouest pour le mot de la fin. Merci beaucoup, Jean-Michel. Merci à tous pour cette présentation qui était très, très enrichissante. Donc, je vais finir par un petit mot de présentation donc, de nos services Export Montréal-Ouest. Donc, on a eu l'occasion notamment de travailler avec l'OFPAC. En effet, on aide les entreprises dans la réalisation, la concrétisation de leurs projets de développement international à travers différents mandats, notamment d'un point de vue subvention. On vous aide pour la rédaction, pour la soumission. On peut vous aider aussi pour des études de marché, pour des recherches de fournisseurs. Mais aussi, on propose de nombreux webinaires et de formations pour l'élaboration d'un plan d'affaires et qui, justement, peut vous aider à pénétrer au mieux votre marché cible. Alors, comme je l'ai mentionné, je remercie nos commanditaires, donc Desjardins, Développement économique Canada, le gouvernement du Québec, mais aussi EDC. Et donc, je suis allée un peu trop vite, on va passer à la période de questions-réponses. Donc, comme je l'ai mentionné, on va lire les questions directement, donc je vais m'en charger. Et il y a les questions, vous pouvez les écrire dans l'onglet chat. Il y a déjà une question. Donc, c'est de Benjamin Ricard. Y a-t-il une solution de ne pas être incorporé pour distribuer au Mexique? Comment est-il possible comme il est possible de le faire aux États-Unis? Donc, est-ce qu'on est obligé d'être incorporé ou est-ce que ou pas, finalement? Non, je ne sais pas qui. Écoutez, je pense qu'il y a l'option de passer par un représentant local ou un distributeur, comme ça se fait aux États-Unis ou partout ailleurs dans le monde. Donc, ça dépend vraiment de la nature de vos produits, de votre marché. Écoutez, il y a toutes sortes de critères qui s'appliquent, mais pour répondre à la question brièvement, oui, c'est tout à fait possible de le faire comme ça se fait ailleurs. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a d'autres questions pour nos conférenciers? Ah oui. Alors, oui. Donc oui, comme je l'ai mentionné, vous allez recevoir une présentation sous format PDF donc de ce webinaire d'ici quelques jours et aussi un lien vers notre chaîne YouTube pour revoir le webinaire parce qu'il est enregistré. Est-ce qu'on avait d'autres questions? Est-ce que le président du Mexique, Obrador, est un allié du Canada? On a combien de temps? Allez-y. Écoutez, je pense que vous savez, alors le Mexique et le Canada sont des alliés naturels de longue date. Le Canada a eu plusieurs changements de gouvernement, différents partis au pouvoir au cours des dernières décennies. Au Mexique, ça a été plus homogène, je vous dirais. Au cours des dernières décennies, c'était surtout un parti, le PRI, enfin, des coalitions de droite qui ont été au pouvoir. Donc, la coalition de M. López Obrador est un peu plus de gauche. Et évidemment, c'est un environnement qui est différent, c'est une façon différente de voir les enjeux économiques, les enjeux sociopolitiques et évidemment les relations étrangères. Mais je vous dirais que, écoutez, si on regarde les échanges qu'il y a eu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Mexique depuis l'élection de M. López Obrador, donc en 2018, ça a été essentiellement positif. C'est sûr que quand on négocie un nouvel accord de libre-échange, on négocie. Donc, alors, et c'est sûr que chacun essaie d'avoir le plus possible, d'avoir le plus possible de ce qu'il demande, mais de façon générale, je veux dire, dans la très, très grande majorité des cas, le Mexique et le Canada, même dans la négociation de l'accord de libre-échange, je vous dirais, on fait front commun et étaient essentiellement du même avis sur la plupart, pas tout, mais la plupart des enjeux qui ont été soulevés pendant cette négociation-là. Sur le même sujet, François Raymond qui dit donc le gouvernement mexicain ne semble pas très coopératif pour les nouvelles entreprises, comme par exemple pour le remboursement de VAT. Est-ce que vous pouvez commenter cela?
Ben, écoutez, c'est un petit peu... Non. Je pense qu'on aurait besoin d'avoir un petit peu plus de détails. Je pense que ça nous ferait plaisir de peut-être vous suggérer des avenues ou des façons de procéder, mais ça prendrait un petit peu plus de détails. Le remboursement de VAT au niveau de l'entreprise, au niveau de représentants canadiens, québécois qui seraient établis sur le terrain, niveau personnel. Alors, il y a toutes sortes de façons de voir la question. Si vous pouvez, si vous voulez, moi, ce que je vous propose, c'est peut-être de nous envoyer un courriel plus précis et ça nous fera plaisir de voir comment on peut vous appuyer plus spécifiquement par rapport à ça. Que je peux peut-être faire un autre commentaire. Mon expérience, c'est très, très difficile, n'importe quelle situation. Puis il faut vraiment trouver les bons partenaires à Mexique qui vont vous aider. N'importe quel gouvernement ou quelle situation, comme je n'ai pas mentionné, on avait une adresse qui n'était pas correcte dans le système de Mexique, puis à nous inspecter 3-4 fois, puis on était 12 heures d'être fermés. Puis on a soulevé le problème et c'était tellement simple, mais complexe. Je ne sais pas si ça vous aide, mais il faut vraiment avoir des bonnes partenaires qui vous aident à ces choses-là. Ça, c'est mon recommandation. C'est sûr. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Robert là-dessus. Et puis, vous savez, ce qu'on appelle les procédures administratives, alors on appelle ça des tramites, hein? Ici au Mexique. Robert, tu connais ça. Et alors, oui, des partenaires d'affaires et dans certains cas, ben, un notaire ou un avocat qui va vous aider avec ces procédures-là parce que c'est... Écoutez, on peut dire que l'administration, c'est complexe partout, mais ici, c'est complexe en espagnol. Il y a plusieurs éléments là, dont il faut tenir compte. Donc, se doter de l'appui, des conseils, de l'accompagnement de personnes qui connaissent ça ici, je suis 100% d'accord avec Robert que c'est un élément essentiel de succès. Donc, on avait une autre question. Le gouvernement actuel n'a pas fait d'investissement dans plusieurs secteurs, éducation entre autres. Est-ce que vous pensez qu'il y aura des changements pour 2021? Encore politique. J'ai pas compris la question, je m'excuse, parce que je regardais le chat en même temps. Ah oui, pardon. Alors, c'est le gouvernement actuel n'a pas fait d'investissement dans plusieurs secteurs, donc éducation entre autres. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir des changements de ce point de vue-là pour 2021? Est-ce que le gouvernement a annoncé des investissements, notamment dans l'éducation pour 2021? Écoutez, j'ai pas de boule de cristal. On va arriver à la mi-mandat en 2021 de ce gouvernement. Il va y avoir plusieurs élections au niveau étatique également qui pourraient, je dirais, changer peut-être un peu la balance là, des influences là, au niveau politique dans le pays. Monsieur López Obrador s'est fait élire sur la base d'un certain nombre de promesses électorales, comme c'est le cas partout. Et lui, ses grands messages portaient surtout sur disons, l'amélioration des choses du côté des inégalités sociales, de la pauvreté, des jeunes sans emploi et qui n'étaient pas à l'étude, des personnes âgées. Et évidemment, toute cette question-là par rapport à l'accès à l'éducation. Alors, il y a beaucoup de... je vous dirais, sa plateforme électorale incluait beaucoup d'éléments qui traitaient de l'éducation. C'est un domaine très complexe au Mexique, l'éducation, et de ce qu'on a pu voir ou observer là, depuis son élection, il y a un certain nombre d'efforts qui ont été faits dans ce sens-là, mais je crois que le gouvernement s'est buté aux réticences de plusieurs acteurs dans le milieu de l'éducation aussi, ce qui a retardé, je dirais, la mise en œuvre de certaines décisions ou de certaines dépenses, en fait, dans ce secteur-là. Écoutez, je n'ai pas une boule de cristal, mais c'est un enjeu, c'est un dossier qui a plusieurs facettes, qui est très complexe. Je pense que c'est prioritaire pour le gouvernement, mais maintenant, comment est-ce que ça va se matérialiser?
au cours des prochaines années. Puis ceci tenant compte du fait qu'il y a plusieurs autres enjeux dont le gouvernement local doit tenir compte et auxquels il doit faire face, et notamment toute la récupération économique à la sortie de la pandémie. Donc, écoutez, je pense que oui, il y a des retards pour la mise en œuvre des programmes en éducation. Et je pense que ça va prendre quand même un certain nombre d'années pour que le pays puisse retrouver son niveau économique et pour que le gouvernement puisse mettre en œuvre un certain nombre des choses qu'il avait prévu faire peut-être plus tôt dans le mandat. Je vais prendre les deux dernières questions. Donc, la première de Benjamin Ricard. Est-ce que le Mexique est un marché habitué à utiliser le e-commerce? Est-ce que c'est une habitude de consommation ou alors est-ce que c'est un marché plus traditionnel? Moi, je serais heureuse d'entendre Robert là-dessus aussi, mais écoutez, moi, je suis ici depuis 3 ans, un peu plus de 3 ans. Et je vous dirais qu'on n'était pas au même niveau en termes d'utilisation du commerce électronique là, qu'aux États-Unis ou au Canada, mais que c'était quand même disons, un marché qui était en croissance. Je vous dirais que la pandémie a accéléré cette croissance-là et que des solutions, des technologies dans ce domaine-là, c'est quelque chose où il y aurait certainement des opportunités à court, moyen terme. Moi, je pense qu'ils sont très avancés à mon opinion. Puis nous, on a mis notre technologie et process en place aussi. Actuellement, on a un robot, on a acheté qui, quand je suis à Mexique, je peux travailler sur mon robot à Canada. Quand je suis à Canada, je peux être à Mexique. Puis le niveau d'éducation et tout est très, très haut. Très, très haut ici. Merci. Donc, dernière question. Quels sont les 3 points les plus stratégiques et les plus importants pour Québec dans le nouvel accord de libre-échange, donc ASEAN? Moi, je pense que ça dépend de qui pose la question, évidemment. Mais écoutez, a priori, de façon générale, ce que nous, on observe par rapport aux entreprises québécoises, il y a tout le domaine du manufacturier automobile. Ça, je pense que c'est très, très, très important pour les entreprises du Québec. Pourquoi? Parce que selon le nouvel accord, en fait, les exigences en termes de contenu nord-américain changent. Okay? Donc, le contenu nord-américain exigé, que ce soit considéré comme étant un produit nord-américain, va augmenter de façon progressive au cours des prochaines années. Et ça, dans le secteur automobile, qui est un secteur de milliards et de milliards et de milliards de dollars, donc le changement de 1% de contenu nord-américain exigé en plus représente des dizaines, des centaines de millions de dollars de plus d'opportunités en termes ce qu'on appelle pour les compagnies Tier 3, Tier 2. Donc, les compagnies produisent des intrants, des pièces automobiles. Donc, ça, c'est un élément qui est très, très, très important. Par extension aussi, donc tout ce qui est le secteur aluminium également, c'est quelque chose d'important de ce côté-là. Je vous dirais que aussi tout ce qui a trait aux normes du travail également au Mexique, donc les ajustements que le Mexique devra faire au niveau de les normes du travail, c'est un élément qui va être assez important pour nous aussi. Puis aussi, je l'ai mentionné, c'est un accord qui est de nouvelle génération. Donc, qui inclut des éléments comme le commerce électronique de façon beaucoup plus précise que ce que l'accord précédent avait, au niveau des normes environnementales également. Donc, ces éléments-là vont vraiment transformer progressivement la façon dont on fait du commerce avec le Mexique. Alors ça, je pense que c'est des éléments importants. Encore une fois, je pense que Robert étant un entrepreneur également pourrait aussi avoir des vues plus précises du point de vue de son industrie à lui. Est-ce que tu peux juste répéter la question, juste pour être sûr que je réponds bien? C'est quels sont les 3 points les plus stratégiques et les plus importants pour Québec dans le nouvel accord de libre-échange? OK. So, moi, je tombe toujours, je sais, c'est pas, je tombe toujours sur culture. Il faut connaître la culture, puis notre culture, puis avant que tu vends à Mexique ou vous êtes là à Mexique,
il faut connaître où vous êtes. C'est ça je pense, un très, très important value. Puis connaître la culture ici. Quand quand vous avez mentionné, Stéphanie, le labor et la manière ils travaillent tout, je garantis que quand tu donnes une atmosphère qui est très stable, conditions qui est safe, vous gagnez des compagnies, des gens qui vont être loyaux pour la vie. Puis, comme j'ai dit avant, ça prenait 2 ans pour... quand j'ai arrivé, il était toujours peur quand j'arrive. Je pensais que je vais laisser tomber et tout. Mais après 2 ans, finalement, le message était clair. So, je pense que ça, c'est des changements qui vont venir plus en plus. Puis si je suggère à une compagnie qui va être là, juste être une bonne humaine, puis je pense que ça va être bon. J'aurais peut-être quelques petits éléments à ajouter, peut-être plus parce que c'est un accord qui est nord-américain, il faut le dire. Donc, il y a 3 partenaires en plus du Canada et du Mexique, il y a les États-Unis. Et je pense que le processus qui a mené à la signature ratification de l'accord Canada-États-Unis-Mexique, la CEUM, comme remplacement de l'ALENA, un aspect qui est peut-être pas médiatisé, mais qui est très important, c'est de mettre fin à une période d'incertitude qu'il y a eu après l'élection de 2016 aux États-Unis, où qu'est-ce qui allait arriver avec l'ALENA? Est-ce qu'on sort de l'accord? Il y avait un sentiment protectionniste assez fort aux États-Unis, qui est encore présent d'ailleurs et qui se manifeste de différentes manières. Et donc, le fait de pouvoir négocier cet accord-là, c'était une situation qui était très délicate. On comprend qu'il y avait un partenaire qui souhaitait à tout prix renégocier et souhaitait aller utiliser son poids politique et économique en conséquence. Et les 2 autres partenaires ont eu à s'adapter et à développer des stratégies de négociation. Et je pense qu'il y a eu une belle collaboration dans ce sens-là. Mais le fait de la levée de l'incertitude était quand même importante. Je pense qu'aussi sur un plan plus global, le Canada et le Mexique sont dans une position où ils ont un accord de libre-échange nord-américain. Ils ont une entente avec l'Europe. Celle du Canada, quand même, le CETA, l'AECG est très sophistiquée. Et on est tous les 2 membres du partenariat transpacifique global et progressiste. Donc, on a des cartes à jouer au niveau global avec cette infrastructure d'accord et nos avantages logistiques également. Dans la région de Montréal, on est bien placé pour en parler, avec évidemment le port de Montréal et la connexion, tous les liens logistiques qui nous permettent d'avoir tiré notre épingle du jeu sur le plan commercial, sur l'ensemble de l'Amérique du Nord, mais même sur d'autres marchés, vu qu'on est pour les États-Unis, on est un peu une porte d'accès vers l'Europe, et pour l'Europe, on est une porte d'accès vers le marché intérieur. Cela dit, il y a encore des choses à surveiller parce que, évidemment, lorsque l'accord est signé, ça ne veut pas dire qu'on peut tous rentrer chez soi et dormir tranquille, là. Il y a un peu il reste beaucoup ce qu'on peut appeler du protectionnisme à la carte, dont le Canada et le Mexique, auquel le Canada et le Mexique peuvent être confrontés. Ça peut être des mesures Buy American, ça peut être des tarifs contre l'aluminium, par exemple. Et ça ne veut pas dire qu'avec le changement d'administration, ces choses-là vont changer. En fait, c'est un peu un des risques qu'on a, c'est qu'il y a quand même un consensus, je dirais pas un consensus, mais il y a un courant protectionniste qui est fort dans les 2 grands partis, qui se manifeste de façon différente et qui impacte le Québec, le Canada, le Mexique et leur action à l'intérieur de ce grand espace économique nord-américain. Et pour un peu, on n'est pas nécessairement démunis par rapport à ça, toutefois, je dirais que c'est là que c'est l'importance d'avoir une présence sur le terrain. C'est bon pour aider les entreprises, mais c'est aussi bon donc pour promouvoir, mais c'est aussi bon pour jouer le rôle de, si vous me permettez l'expression, de gardien de but. C'est-à-dire que cette espèce de diplomatie d'influence qu'on fait, qu'on forge des coalitions avec, et le Mexique fait la même chose d'ailleurs, pour justement contrer certaines manœuvres protectionnistes. On a travaillé très fort sur le dossier de la CEIM, maintenant sur le dossier des tarifs sur l'aluminium cet automne et cet été. Il y a quelque chose comme
plus de 180 rencontres qu'on a fait avec des activités avec des partenaires en sol américain, justement pour préserver cet accès-là et maintenir notre compétitivité parce que l'Amérique du Nord est un bloc économique, il faut être compétitif par rapport au reste du monde. Donc, il faut toujours être vigilant pour contrer ce genre de menaces-là qui, justement, sapent notre compétitivité sur le plan continental par rapport au reste du monde. Merci beaucoup. Merci à tous. Donc je m'entends en écho, je ne sais pas ce qui se passe, mais merci beaucoup pour vos témoignages et merci aux entreprises et aux entrepreneurs qui ont regardé ce webinaire. Donc je nous représente si jamais vous avez des questions ou si vous voulez élaborer un plan d'action, un plan d'affaires, vous pouvez contacter mes collègues, donc Charles Gauthier et Lydia Capelli, qui se feront un plaisir de vous aider. Et donc, bonne journée à tous et bonne soirée pour moi. Et donc, à bientôt 2021 pour de nouveaux projets de webinaire. Au revoir. Merci. Merci, au revoir tout le monde.